Hmm, Et nous y voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà, excellent. Bonjour tout le monde. Je suis Jean Rigalzi, directeur général de la Fédération Histoire Québec. Merci d'être présent et présent ce soir. On a un gros morceau qui nous attend, mais ça devrait durer environ une petite heure, incluant la période de questions. Un gros morceau parce que c'est une loi qui peut faire peur, mais vous allez voir que on va s'en sortir ensemble. On prendra le temps que ça prendra et on prendra en compte les ressources et les contextes spécifiques à notre milieu qui permettent d'appréhender cette loi avec un peu moins de crainte. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous faire part des exigences auxquelles les organismes en histoire et patrimoine doivent répondre en septembre 2024, c'est-à-dire euh, au dernier terme de l'entrée en vigueur de cette loi. L'entrée en vigueur qui a été progressive, qui a débuté en septembre 2022, s'est poursuivie en septembre 2023 et complétée ce mois-ci en septembre 2024. Techniquement, le 22 septembre 2024, vous devez avoir rempli toutes les exigences voulues par la loi. On verra que c'est jamais aussi simple que ça. C'est une formation qui s'inscrit dans l'offre de services bonifiés que nous proposons aux organismes membres de la FHQ et aux personnes qui sont intéressées à bonifier leurs pratiques en termes de collecte et gestion des données des membres. Nous avons pour l'année 2024-2025 déjà plusieurs rendez-vous en personne et en ligne qui sont passés, qui ont alimenté ces mêmes services. Ne manquez pas dans notre infolettre mensuelle, les prochains rendez-vous, dans le fil d'histoire hebdomadaire également, et plus largement sur nos réseaux sociaux, où vous serez informé de toutes nos prochaines rencontres auxquelles vous pourriez être intéressé. Il s'agit à chaque fois de vous accompagner sur des points particuliers et vous permettre de mieux réaliser les missions de votre organisme. On a fait plusieurs formations sur des aspects de la gestion, la gouvernance, le financement, le recrutement des bénévoles, d'autres sur des aspects plus disciplinaires, comme la médiation, les archives, la généalogie, le patrimoine bâti. Tous ces points, toutes les formations passées sont disponibles à la réécoute sur votre espace membre si vous êtes un organisme membre de la Fédération Histoire Québec. Et bien entendu, on souhaite toujours répondre au mieux aux besoins des organismes. Alors n'hésitez pas à nous faire connaître les enjeux que vous vivez chez vous. Vous n'êtes généralement pas les seuls à les vivre et notre mission est de mutualiser ces efforts pour que vous puissiez réussir ensemble en tant que réseau. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Elle répond aux craintes légitimes que l'arrivée de la nouvelle législation a fait naître. En septembre 2022, nous avions eu donc une première rencontre, complétée en septembre 2023 par un parcours de la loi avec les membres en présence d'une experte juridique du regroupement Loisirs et Sport Québec. Et nous parachevons aujourd'hui avec un point sur ce que vous avez fait ou devriez avoir fait pour également vous présenter quelques-uns des outils que la Fédération et ses partenaires mettent à votre disposition pour y parvenir, des outils que vous retrouverez encore une fois dans la boîte à outils auxquels les membres ont accès. Il s'agit d'un ensemble de documentation qui sera rendu disponible dans quelques jours, idéalement demain, sinon début de semaine prochaine, ainsi que l'enregistrement de cette séquence. Je vous invite à poser vos questions en levant la main ou en les écrivant dans le chat. J'essaye de monitorer un petit peu ce qui se passe dans le Zoom, n'hésitez pas. Et dans le pire des cas, on aura l'occasion d'y revenir à la fin de la séance. Petite mise en garde légale avant toute chose. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Mise en garde. Je ne suis pas juriste, vous vous en doutez. La présentation qui suit ainsi que les documents que vous allez retrouver dans la boîte à outils sont une interprétation, on l'espère, rigoureuse de la loi et de ses règlements d'application avec des pratiques qui viennent le bonifier, des pratiques et des outils, mais n'a pas de valeur légale. Au cours des prochaines minutes, on va parcourir ensemble les grandes lignes, mais chaque organisme a ses réalités, ses usages, ses ressources. Euh, et si vous avez des questions spécifiques, notamment en termes d'outils numériques, on est disponible pour vous rencontrer individuellement, notamment sur des enjeux liés à votre base de données de membres. Et pour finir, on ne se substitue pas à la commission d'accès à l'information. Vous allez voir que c'est une actrice très importante dans cette loi. La commission d'accès à l'information a pour mission de répondre à toutes vos questions et une autre ressource qui est disponible dans le cas qu'on espère jamais arriver d'un conflit réel en lien avec cette loi. Vous avez accès à des services juridiques euh, auprès du regroupement Loisirs et Sport Québec en tant que membre de la Fédération Histoire Québec.
Un petit rappel historique sur la fameuse loi 25, qui est en fait le projet de loi 64 adopté en septembre 2021 par l'Assemblée nationale sous le titre complet de Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. C'est une loi qui a été bien sûr pensée pour l'ère du numérique, qui répond aux préoccupations que ces outils nouveaux vont apporter. Euh, une loi également qui prend en compte les évolutions technologiques, qui veut encadrer les usages en fait de plus en plus désordonnés des données, des renseignements personnels qui circulent sur tous les réseaux, mais aussi les pratiques internes de collecte de données. Euh, une loi qui est pensée majoritairement pour les entreprises et les organismes publics, c'est très important de le rappeler quand on parcourt la loi qui peut être très, très contraignante. Mais quand on a ça en tête, on est un peu rassuré. Mais une loi qui concerne tout le monde. Vous connaissez mieux que moi le contexte qui a vu naître ces règlements, celui de la fuite de données, celui de sollicitation indésirable, celui d'appel frauduleux. C'est ce sont ces problèmes que la loi veut éviter. On peut signaler, on peut se féliciter tout de même que le Québec exerce là-dedans un rôle pionnier, puisque en septembre 2021, c'était la seule province à avoir adopté une loi sur ses renseignements personnels. Au fédéral, il y a déjà eu des encadrements et l'Europe, de son côté, a été pionnière avec le RGPD, le Règlement général de protection des données, en 2016. Le cadre de la loi. L'objectif de cette loi est indéniablement bon. Il s'agit de protéger les renseignements personnels des Québécois. L'enjeu, c'est d'éviter les fuites, les mauvais usages des données, et éviter surtout les impacts de ces fuites, de ces mauvais usages. Vous n'avez qu'à penser à toutes ces histoires d'horreur de ces personnes qui se font voler leur identité et qui doivent par la suite monter des dossiers de crédit, des dossiers considérables pour récupérer leur dossier de crédit. Euh, on veut éviter donc les sollicitations, la fraude, le vol d'identité, ce qui est concerné tout le monde. Donc, je vous le disais, la loi vise explicitement les entreprises et les organismes publics. Elle a dans le collimateur les entreprises du secteur privé, les organismes publics, mais elle attire l'attention sur toutes les personnes morales qui vont collecter des renseignements personnels. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel? C'est le terme de renseignement personnel n'est pas défini par la loi québécoise, mais la loi au Canada parle de renseignements qui sont des données qui concernent un individu identifiable. Ce sont des renseignements qui, seuls ou jumelés à d'autres, vont permettre de vous identifier en tant qu'individu. Euh, Ça peut être le nom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, ou même des interactions avec vous. Par exemple, si une personne a participé à vos activités ou conférences, c'est un renseignement personnel. Bien sûr, ça peut être des renseignements personnels sensibles, mots de passe, code d'utilisateur, euh, des salaires, des numéros d'assurance sociale, des données biométriques. On parlera de photographie, d'empreintes digitales, l'immatriculation de plaques d'automobile, tout ce qui euh, toute donnée qui peut être prise seule ou qui peut être combinée à d'autres pour vous identifier en tant que un individu avec tout ce que ça peut engendrer de dégâts si ça fuit. Je vais faire rapidement un cas sur les archives historiques, parce que c'est une crainte légitime qu'on a quand on travaille avec des données de personnes vivantes qui sont nos membres, mais aussi de personnes mortes qui sont celles qui sont collectées dans nos archives. La loi 25 modifie plusieurs lois et cadres existants, bien entendu des lois sur l'administration financière et fiscale, les services de santé, le régime de retraite, les élections et référendums, l'emploi, mais la loi ne modifie pas la loi sur les archives historiques. Alors, la logique qui triomphe, c'est que tant que les archives que vous avez collectées sont utilisées pour le but pour lequel vous les avez collectées, c'est-à-dire la recherche historique, vous êtes toujours en conformité avec la loi, avec les lois. Considérant maintenant l'usage, la diffusion et la communication de renseignements personnels, la loi modifie la loi sur la protection, la loi 25, pardon, modifie la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé de cette manière. L'article 1 précise que la présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. C'est rassurant. L'article 18.2 précise qu'il est possible de communiquer un renseignement personnel à un service d'archives si ce service d'archives est une personne qui exploite une entreprise qui a pour objet d'acquérir, de conserver et de diffuser des documents pour leur valeur d'information générale, et si ce renseignement est communiqué dans le cadre d'une session ou d'un dépôt d'archives de l'entreprise. On parle vraiment d'une entreprise vers un service d'archives, mais c'est rassurant par rapport à nos pratiques.
En vertu de ce même article, il est possible de communiquer ces renseignements à toute personne sans le consentement de la personne concernée, si ce renseignement est dans un document qui date de plus de 100 ans ou si plus de 30 ans se sont écoulés depuis le décès de la personne concernée. Euh, Concernant donc cette communication des renseignements personnels à valeur historique, archivistique, généalogique, le cadre lui-même ne change pas. C'est probablement une toute autre formation qui est très attendue sur le droit à l'image, le droit d'auteur, en fait une série de formations qui pourraient être tout à fait intéressantes qu'on essaye de vous magasiner pour les prochains mois. L'idée générale reste que si vous avez des renseignements qui ont plus de 30 ans ou des renseignements sur une personne décédée depuis plus de 30 ans, vous pouvez les utiliser, les communiquer. Euh, Par exemple, pour une photographie, vous devez obtenir le consentement de la personne ou de ses descendants si la personne est décédée depuis moins de 30 ans ou si elle est encore en vie, a fortiori. En dessous des seuils de 100 et 30 ans, il y a des précautions à prendre, notamment si la donnée est publique ou privée, selon qu'elle est anonymisée ou transparente. Mais ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Et pour conclure cette diapositive, les renseignements les plus sensibles sont moins donc ceux du passé que ceux du présent, où le risque de préjudice est le plus élevé. On parle ici de vos bénévoles, de vos employés, de vos membres, de vos donateurs, etc. Je vais vérifier. Ouais, parfait. OK. Au-delà de la complexité et de la lourdeur de toutes les lois, de toute nouvelle législation et de tout nouvel arsenal de règlements d'application, j'aimerais qu'on chemine ensemble vers une vision positive de la loi, qu'on trouve les points bénéfiques. Parmi les bons points, il y a bien sûr l'idée de se conformer aux évolutions juridiques et technologiques. Il s'agit de rester maître, possesseur de ces données et de ces outils, de suivre les innovations technologiques pour en tirer le meilleur profit tout en respectant les lois que nos gouvernements élus mettent en place. Cette loi, c'est aussi une occasion de mieux traiter les renseignements personnels que l'on collecte, c'est-à-dire d'être plus efficace dans nos bases de données, dans nos communications avec les membres. Dans la plupart des cas, c'est l'occasion nécessaire de faire un état des lieux sur les données conservées, la manière dont elles sont collectées et sécurisées. Donc, on veut vraiment orienter nos collectes et usages des données vers les bons objectifs, interroger la pertinence des données collectées et conservées, collecter des données plus complètes pour alimenter votre rayonnement, notamment lors de vos échanges, de vos diffusions de courriels, et maximiser cet usage de vos données et de vos bases de données. On veut également prévenir plutôt que guérir, éviter les mauvais usages et les fuites de données, faire les sauvegardes nécessaires. Euh, et enfin, au-delà de la loi et de ses exigences qui peuvent paraître lourdes, ça reste une série de gestes relativement simples à mettre en place, ou du moins des efforts à commencer pour aller vers cette bonification en utilisant les ressources qui sont disponibles. Petit rappel de l'échéancier. Donc, je vous disais que c'était une loi qui était en 3 étapes. Adoption en 2021, puis 3 étapes, 22, 23, 24. Adoptée en 2021, la loi est entrée en vigueur progressivement, septembre de chaque année jusqu'à aujourd'hui. Nous entrerons dans le détail de chacune des étapes, que vous les ayez faites ou non. C'est toujours un rappel salutaire. Une bonne piqûre de rappel pour ceux qui sont encore en train de faire le processus, c'est tout à fait normal. 2022 donc marquait la première étape de la loi avec des procédés relativement simples, la désignation d'une personne responsable et la mise en place d'une procédure pour pour ce qu'on appelle des incidents de confidentialité. 2023 était vraiment le gros morceau, avec l'adoption et la publication de politiques et pratiques encadrant vos usages des renseignements personnels. Et 2024 vient plus ou moins renforcer la notion de transparence et de consentement libre et éclairé des citoyens à voir leurs renseignements personnels utilisés, notamment avec la notion de portabilité. 2022. Donc 2022, on commence à prendre, c'est l'étape de la responsabilité et on commence à prendre conscience de ce chantier que cela représente. Ça passe par l'identification d'un ou d'une responsable des renseignements personnels. La première étape, c'est la nomination d'une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, c'est la personne, ça peut être également un comité de personnes ou plusieurs personnes qui vont être en charge d'appliquer la loi et de mettre en place les politiques et les mesures adéquates que l'on verra par la suite. C'est cette même personne qui va être responsable de répondre aux demandes de la commission d'accès à l'information. Voici ce que dit la loi. Toute personne qui exploite une entreprise est responsable de la protection des renseignements personnels qu'elle détient. La personne ayant la plus haute autorité veille à assurer le respect et la mise en œuvre de la présente loi.
elle exerce la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels, ou elle peut déléguer cette fonction par écrit en tout ou en partie à toute autre personne. Par défaut, ce sera la personne avec la plus haute autorité, par exemple le président du CA, à moins que vous ne preniez une décision autre. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, la personne qui est responsable doit être identifiée et identifiable. Son nom doit être publicisé sur vos outils de communication. Donc, ça peut être un membre du CA, un employé, un bénévole spécifique. Notez toutefois que délégation ne veut pas dire déresponsabilisation et que la personne avec la plus haute autorité reste imputable s'il y a des manquements constatés par la commission d'accès à l'information. Euh, sur la partie de transparence, de faire connaître ce nom, le titre et les coordonnées du responsable, continue la loi, sont publiés sur le site internet de l'entreprise ou, si elle n'a pas de site, rendus accessibles par tout autre moyen approprié. Donc, les personnes morales devront publier sur leur site internet les coordonnées de la personne responsable. Oui, Louise? Finalement, en publiant le nom de la personne et ses coordonnées, on contrevient pas à la loi, là? Euh, le, le, le- Ce qu'il faut garder en tête avec cette loi, c'est que tant que la donnée, le renseignement personnel est utilisé pour la fin, pour l'intention à partir de laquelle on la communique, on est encore dans le bon chemin. Donc, communiquer les coordonnées d'une personne qui est responsable et qui répond à cette exigence de la loi d'être visible et identifiable, ça répond à l'intention de l'usage de la donnée. OK. Merci. Euh, donc, communiquer, faire connaître le nom et les coordonnées de la personne responsable. Si vous n'avez pas votre propre site, l'information doit être trouvable quelque part. Par exemple, si vous êtes membre de la Fédération Histoire Québec, vous avez l'espace pour le mettre sur votre propre page membre. Ça peut être également sur vos réseaux sociaux. Selon le contexte, il peut être pertinent que ce soit affiché physiquement à l'entrée de vos locaux euh, ou dans votre bulletin, par exemple. Donc, personne responsable. La personne responsable, l'entreprise a également la charge de surveiller, d'exercer une veille autour des incidents de confidentialité. Qu'est-ce qu'on entend par un incident de confidentialité? C'est défini par l'article 63.9. Un incident de confidentialité, c'est l'accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel, l'utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel, la communication non autorisée par la loi d'un renseignement personnel, ou la perte d'un renseignement personnel, ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement. Euh, donc, pour résumer, c'est tout accès non autorisé, non prévu à un renseignement personnel, à son utilisation, à ses communications, de même que sa perte, toute autre forme d'atteinte à sa protection, c'est la destruction des données, que ce soit par accident ou par malveillance. Par exemple, accident, un bénévole a eu accès sur le serveur à votre liste de membres. Vous avez fait un envoi massif de courriel avec les correspondants en copie visible. Vous avez perdu votre disque dur dans le train, dans le métro. Euh, Par malveillance, ça peut être un pirate informatique qui accède au numéro d'assuré social de vos employés. Donc, tout cet éventail de la petite bourde à l'attaque mondiale informatique entre dans ce qu'on appellera des incidents de confidentialité. Donc, la personne responsable doit effectivement signaler aux besoins à la commission d'accès à l'information et aux personnes concernées les incidents de confidentialité les plus graves, les signaler avec diligence. La loi ne précise pas de délai, contrairement à l'équivalent en Europe qui donne un délai de 30 jours, ce qui peut jouer énormément si vos données sont perdues si la banque échappe vos données, que vous avez un avis 6 mois plus tard, c'est déjà trop tard. Donc, je continue, pardon, une personne qui exploite une entreprise et qui a des motifs de croire que c'est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel qu'elle détient, doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit causé et éviter que de nouveaux incidents de même nature se produisent. Ça, pardon, je me suis perdu. Ok, je vous mets l'article de loi, vous pourrez le lire en feuilletant la présentation et la boîte à outils. Euh, Ce qui est important, c'est voilà, c'est le second paragraphe. Si l'incident présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé, elle doit, avec diligence, donc c'est le terme de diligence,
aviser la commission d'accès à l'information. Euh, Elle doit également aviser toute personne dont un renseignement personnel est concerné par l'incident. Vous comprenez donc qu'il y a un devoir de vigilance, une sensibilisation à faire sur vos mécanismes de partage, d'usage des données, pour mettre en place, surveiller et documenter de possibles incidents de confidentialité. Cette vigilance, elle s'incarne dans ce qu'on appelle le registre des incidents de confidentialité. Lorsqu'on a donc une raison valable de suspecter un incident de confidentialité ou lorsqu'un incident est constaté, euh, rapporté éventuellement à la personne responsable, cette personne-là doit tenir à jour un registre qui indique les circonstances d'un tel incident. Vous avez les différentes catégories qui doivent être renseignées pour tel incident. Donc la description des renseignements personnels visés, les circonstances de l'incident, la date, la période, euh, la période à laquelle vous supposez que l'incident a eu lieu, la date à laquelle vous avez pris connaissance de l'incident, l'estimation du sérieux du préjudice de l'incident, c'est ça qui va déterminer l'avis ou non aux personnes et à la commission d'accès. Et s'il y a lieu, donc, ces dates de transmission à la commission et aux personnes concernées, puis une description des mesures prises par l'organisation pour diminuer les risques à l'avenir. Ces renseignements doivent être contenus au registre, doivent être conservés, pardon, pour une période minimale de 5 ans, euh, parce que la personne responsable, la loi prévoit que la commission d'accès à l'information pourrait demander à la personne responsable d'accéder à ce registre en remontant jusqu'à 5 ans. Bien sûr, autant que possible, mentionnez les dates si un tel incident arrive, les dates précises si vous les avez, les dates approximatives si vous devez supposer euh, une, une, une date approximative. Vous allez avoir dans la boîte à outils un modèle de registre qui vous permet de noter ces éléments. Vous en avez d'autres également disponibles. Il y a pas de modèle figé. Le règlement d'application qui est paru dans la Gazette officielle donne les critères qui doivent entrer en compte, mais ne donne pas la forme. On recommande d'utiliser un tableau de suivi avec les différentes dates. Vous en avez d'autres qui seront également disponibles dans la boîte à outils qui reprennent ces éléments que la loi vous engage à noter et qui, vous le verrez, j'espère que vous n'aurez jamais à le voir, sont les mêmes que dans le formulaire que vous devrez fournir à la commission d'accès à l'information si un incident arrive. Oui, Valérie, vous allez avoir une boîte à outils en fait, je vais essayer de faire ça demain pour vous envoyer et l'enregistrement et la boîte à outils dans laquelle vous aurez les modèles, les différents modèles de politique et de registre. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez voir que, non, vous ne verrez probablement jamais, mais la commission d'accès à l'information a un formulaire pour déclarer un incident de confidentialité qui reprend exactement ces champs-là, fait que si jamais un incident de confidentialité mérite d'être reporté à la commission d'accès, vous allez déjà tout avoir. Doit-on remplir ce formulaire? Doit-on informer systématiquement la commission d'accès à l'information et les personnes touchées? La loi, hop, l'article 3.7 précise que lorsqu'elle évalue le risque lorsqu'elle évalue le risque qu'un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident de confidentialité, la personne qui exploite une entreprise doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées et la probabilité qu'il soit utilisé à des fins préjudiciables. Les encadrements sont relativement clairs. Il y a un devoir d'information seulement si vous estimez que le risque de préjudice est grand. Si vous estimez que les renseignements personnels ont été victimes, ont été la proie d'un incident de confidentialité et que le risque de préjudice est grand, là, vous devez en informer et la commission et les personnes touchées afin que ces dernières prennent les mesures nécessaires. Comment on évalue un préjudice? Vous allez avoir accès, bien sûr, à ce document-là pour faire un bilan si jamais un incident arrive. Euh, on évalue selon donc la sensibilité des renseignements concernés. Est-ce qu'on parle de renseignements financiers, médicaux, juridiques? Les renseignements personnels, comme nom, adresse courriel, ne sont pas considérés comme des renseignements personnels sensibles. Ce sont des renseignements personnels, mais ne sont pas sensibles, surtout si c'est euh, des renseignements que vous communiquez habituellement dans le cadre de vos fonctions ou de votre bénévolat. On évalue également le risque de préjudice. Est-ce que la fuite de tels renseignements peut mener à l'humiliation, à des dommages à la réputation, aux relations, à des pertes d'emploi, des pertes d'opportunités financières, des pertes financières, des vols d'identité?
Est-ce que les renseignements qui ont fuité euh, peuvent affecter négativement la cote de crédit? Est-ce qu'il y a des dommages matériels aux biens? Est-ce qu'il y a des pertes de biens? Est-ce que la probabilité que cet incident de confidentialité conduise à un mauvais usage? Est-ce que qui a eu accès à ces renseignements personnels? Combien de temps ces renseignements personnels étaient sur le marché libre de la fraude? Est-ce que vous avez constaté un mauvais usage de la vente, la revente de ces données-là? Euh, hmm, donc, si l'analyse donc fait ressortir un risque de préjudice sérieux, l'organisation doit effectivement aviser la commission et les personnes concernées. Vous avez probablement réfléchi à vos cas pratiques chez vous et vous avez peut-être évalué, j'espère, que vous n'avez pas en votre possession de renseignements personnels sensibles, que le préjudice que causerait la fuite de vos données est limité et que les usages que quelqu'un de mal intentionné peut en tirer sont relativement limités. Ce qui est rassurant en un sens, on peut estimer en toute bonne conscience que nous manipulons peu ou pas de renseignements personnels sensibles, euh, sinon des cas ciblés vraiment financiers pour vos employés. Mais dans ce cas-là, il faut passer par d'autres bases de données, puis on pourra en parler individuellement, c'est vraiment des cas par cas. Passons maintenant à ce qui est attendu pour 2023. C'est probablement le plus gros morceau de la loi avec la mise en place de politiques et pratiques pour clarifier euh, vos usages de vos renseignements personnels et ce à quoi vos usagers doivent s'attendre. Il y a 2 points en 2023. Le premier, c'est donc cette politique de gouvernance, politique de confidentialité. Et le deuxième, c'est le consentement, le droit d'accès et la suppression. Euh, on reviendra dans le détail sur ces 2 points. Parfait. Concernant, je suis passé très vite, mais on va faire 1.1 puis point 2, vous en faites pas. Le premier point, c'est la politique. En 2023, vous devriez avoir adopté des politiques en termes de gestion des renseignements personnels. Comme je vous le disais, c'est l'opportunité favorable pour faire un bilan de vos usages des renseignements personnels. Quelles données collectez-vous? Qui y a accès? Euh, pour quels usages collectez-vous ces données? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de collecter toutes les données que vous collectez présentement et de les conserver avec le délai qui est le vôtre actuellement? Quels sont vos processus de sécurité? Est-ce qu'il y a une sauvegarde? Est-ce qu'il y a un accès codé? Donc, c'est l'occasion de faire un petit bilan, un petit examen de conscience de ce que vous possédez pour pouvoir identifier les risques. Est-ce que mes données sont tellement peu sécurisées que n'importe qui peut y avoir accès? Et identifier donc les impacts. Si n'importe quel bénévole a accès à ma base de données de membres, c'est certain que ça peut fuiter et quelqu'un pourrait promouvoir sa vente trottoir à tous vos courriels. Ce serait une sollicitation non désirée. On serait dans le cas d'un incident de confidentialité sans gravité, sans préjudice très grave, mais ce serait un incident de confidentialité. C'est pour ça que on peut tirer profit de la nouvelle loi pour avoir des meilleures pratiques en termes de renseignement personnel. Euh, la politique elle-même, les politiques de confidentialité, donc l'article de loi, pardon, euh, précise qu'un organisme qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Euh, une politique présente les pratiques en matière de protection des renseignements personnels d'un organisme public lors de la collecte des renseignements par un moyen technologique. Pardon, je surveille le chat. Oui, Madame, Monsieur Lirette, pardon, j'ai bien, c'est la prochaine ou dans 2 slides, les modèles qu'on propose. Politique. Euh, excusez-moi. Donc, une politique permet à une personne d'être adéquatement informée de ses droits et de la façon dont ses renseignements personnels sont recueillis et utilisés. Et on recommande, je cite le gouvernement du Québec, on recommande d'élaborer une politique en fonction du contexte dans lequel elle s'inscrit. C'est ce qu'on retient. Ce qu'on retient dans l'objectif de cette politique, c'est qu'une politique doit être, en termes clairs et simples, elle doit être publiée par tout moyen que vous utilisez, encore une fois, idéalement le site web si vous en avez un, mais que contient une politique de confidentialité de manière assez amusante. C'est le jeu de la politique. Vous étiez toutes les personnes morales
devait avoir rempli cette obligation le 22 septembre 2023, mais le règlement d'application est entré en vigueur lors de sa publication officielle le 8 novembre 2023. Euh, on y lit ce que doit contenir idéalement une politique de confidentialité, le nom de l'organisme public, la description des renseignements concernés, pardon, les fins auxquelles les renseignements sont recueillis, les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements, les moyens, les mesures que l'utilisateur peut prendre pour refuser les données, la collecte de données, les moyens technologiques, si par exemple vous utilisez un site internet avec des cookies, les droits d'accès et de rectification, ça correspond à la désindexation et à la portabilité, pardon. Euh, hmm, si vos renseignements sont utilisés en dehors du Québec ou par des partenaires technologiques, ça doit aussi être mentionné. Les coordonnées de la personne qui est responsable dans votre organisme de renseignement personnel s'il y a des réclamations. Puis, bien sûr, toute politique doit être, dans cette optique de transparence, datée de la dernière modification. Euh, ta, 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 Ça, c'est fait. C'était un long morceau. Rien ici. OK. Bon, il me manque une image, comme vous le voyez. Depuis nos dernières rencontres, le gouvernement a produit deux documents intéressants qui sont en lien ici. Une liste de vérification pour contrôler que votre politique de confidentialité répond à la plupart de ces points et un outil pour faciliter la rédaction d'une politique de confidentialité si vous voulez vous pencher sur cet aspect depuis zéro, depuis euh, depuis le point de départ. Mais nous n'avons pas chômé non plus. Et dans la boîte à outils, malheureusement, comme vous voyez, on n'y est pas tout à fait. Dans la boîte à outils, vous trouverez plusieurs modèles de politique en conformité avec la loi, incluant celle que nous avons produite à la Fédération d'Histoire Québec lors de la refonte de notre site web, qu'on vous invite à utiliser, en remplaçant bien entendu très simplement les occurrences de Fédération d'Histoire Québec par organisme intel, et en appliquant selon votre contexte, toujours en restant donc selon des termes clairs et simples. Euh, Ça, vous allez la voir. En fait, elle est accessible sur notre site web. C'est aussi l'enjeu qu'on a. Et vous allez la voir dans les documents qui vous seront fournis dans la suite de cette rencontre. Sur le deuxième point, donc la question du consentement libre et éclairé, un consentement prévu à la loi doit être manifeste, libre et éclairé, doit être donné à des fins spécifiques et demander à chacune de ces fins en termes simples et clairs, distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Et puis, vous devez aider une personne à comprendre le consentement auquel elle adhère, si jamais il y a des enjeux de compréhension, d'où l'orientation sur termes clairs et simples. Donc, consentement libre, manifeste et éclairé, termes clairs et simples donnés à des fins spécifiques. On doit informer de pourquoi les données sont collectées, quels sont les droits d'accès de la personne, est-ce que la personne peut refuser, est-ce que la personne peut par la suite demander à ce que ces données soient supprimées ou modifiées. Elle peut retirer son consentement. Le consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins auxquelles il a été demandé. Donc, vous devez être encore une fois très clair dans les usages que vous faites des données. Le gouvernement est quand même assez souple dans la manière dont on peut consentir, c'est-à-dire que il y a le consentement express ou explicite, un geste concret ou la signature d'un formulaire, remplir un formulaire d'abonnement, d'adhésion, de participation à l'activité. On considère que c'est un consentement. Il y a également le consentement implicite qui est plutôt dans le domaine juridique ou financier, par exemple, pour des organismes publics qui reçoivent des personnes qui font appel à leurs services avec des renseignements, dans ce cas-là, sensibles. Il y a cette notion de consentement implicite qui est assez intéressante. La personne donc, qui vous fournit des renseignements personnels doit être informée de ce à quoi ils seront utilisés. La loi ne limite pas en elle-même ni la quantité ni la profondeur des renseignements personnels que vous allez pouvoir collecter, tant que les usages que vous en ferez sont clairs et pour vous et pour la personne qui vous les donne et qui consent en pleine connaissance de cause, en pleine conscience de cause, connaissance de cause. Par exemple, quelqu'un qui devient membre doit savoir que si on lui demande son courriel, c'est non seulement pour les communications de la vie démocratique, mais aussi pour l'envoi de bulletins, l'envoi de promotions par courriel ou par courrier postal.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas, encore une fois, clarifier quelles données vous collectez, ce que vous en ferez. Bien entendu, et puis là, c'est encore une fois mon avis non juridique, ce n'est pas problématique dans le cas des organismes en histoire où on suppose que quelqu'un qui entre en contact avec vous sera ravi d'avoir des communications de votre part et que pour ce faire, vous avez besoin d'avoir les données nécessaires, le courriel, le courrier postal, le téléphone. Vous comprenez ici qu'on parle que les questions de consentement libre et éclairé visent surtout les organismes publics, les entreprises. On ne souhaite pas être démarché par Bell ou Vidéotron tous les soirs parce que une fois en 2023, on a donné un courriel sans même s'en rendre compte. En bref, c'est l'occasion de repenser vos outils de communication et de collecte de données, de préciser dans ces formulaires d'adhésion, dans ces formulaires de participation ce que vous ferez des données d'une personne. À la Fédération Histoire Québec, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit pour une formation, il y a toujours la mention que vous allez être désormais abonné à notre liste de diffusion, mais que vous pourrez retirer ce consentement en vous désabonnant. C'est une des manières de revoir vos formulaires très simplement en précisant que la personne donne son consentement à cette communication. Dans l'univers numérique, c'est particulièrement le cas des cookies. Donc, si vous avez un site web, vous devriez avoir mis en place une extension qui permet à l'utilisateur de consentir ou de refuser les cookies qui sont, pour résumer très grossièrement, les traces que la navigation de l'utilisateur laissera sur votre site. Oui. OK. Un autre point de 2023, un autre sous-point, c'est ce droit à la désindexation. Donc, un individu pourra demander que des renseignements personnels le concernant qui apparaissent en ligne soient supprimés euh, s'il y a, selon lui, un préjudice. Donc, vous avez l'article de loi, tout ce renseignement soit désindexé ou tout hyperlien rattaché à son nom permettant d'accéder à ce renseignement lorsque la diffusion de ce renseignement contrevient à la loi ou une ordonnance judiciaire. La loi poursuit, je ne l'ai pas mis, c'est moins pertinent, avec plusieurs critères qui permettent d'évaluer si une telle demande est justifiée, en faisant entrer en ligne de compte différents facteurs. Est-ce que la personne est mineure? Est-ce que c'est une personnalité publique? Est-ce qu'il s'agit de renseignements personnels sensibles? Mais la recommandation générale est d'accéder sans tergiverser à ce genre de demande. Probablement que la loi prévoit que certains organismes publics, notamment dans les contextes juridiques et financiers, vont vouloir se prévaloir de ne pas effacer des données qui pourraient être pertinentes à conserver pour eux. Mais vous ferez preuve de diligence en accédant sans tergiverser à ces demandes de désindexation si elles arrivent chez vous, ce qui devrait, on l'espère, ne pas arriver. De manière générale, pour cette loi, notez-le, il faut vraiment des réponses proportionnées à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation et à la quantité et à la répartition, à la quantité que vous en collectez. Ce qui nous conduit tranquillement vers 2024, qui est une année relativement calme une fois qu'on a fait 2022-2023. La notion de portabilité, donc une personne qui, dont les données, dont les renseignements sont conservés chez vous, peut demander à ce que ces données lui soient communiquées sous forme informatique. C'est-à-dire que vous devez être en mesure d'extraire numériquement, d'extraire de vos différentes bases de données ou de vos bases de données, les renseignements que vous avez sur une personne qui peut en demander la consultation, la modification ou la suppression dans un format technologique et structuré couramment utilisé, donc rien de très complexe, pardon. Euh, Rien de très complexe pour cet effort toujours de clarté et de lisibilité de vos usages. Hum, hum, hum. Le deuxième point, quant à lui, qui est le respect du consentement, le droit d'accès et de suppression, ne fait que renforcer ces aspects de désindexation, portabilité, retrait du consentement. Ce qui nous emmène au bout de cette formation. Voilà pour les grandes lignes de cette loi, les outils pratiques que vous allez avoir dans votre boîte à outils, qui sont déjà, en fait, si vous avez déjà accès à votre espace membre, vous pouvez déjà accéder à la boîte à outils, puis sinon, c'est une question d'heure avant de les avoir. Si on résume, en 2022, vous avez délégué la responsabilité et renforcé la vigilance par rapport aux incidents, avec probablement quelques rencontres, quelques efforts de sensibilisation auprès de vos bénévoles qui ont accès à ces renseignements personnels, pour s'assurer qui fait quoi par rapport à quel renseignement personnel.
En 2023, vous avez adopté de bonnes pratiques de collecte qui peuvent être aussi simples que faire du ménage dans vos bases de données, revoir vos formulaires, redéfinir les tâches de vos bénévoles, vérifier qui a accès aux données, et vous devez surtout vous être doté d'une politique de confidentialité courte, claire, simple et publiée sur vos outils numériques, sur vos outils notamment numériques. En 2024, vous devriez être en mesure de faire un export de cette base de données, une exportation, pardon, de cette base de données à la demande d'un individu pour lui transmettre les données qui le concernent ou encore les supprimer. On achève, donc vous aurez bien entendu accès à toute cette présentation, incluant les différents liens cliquables qu'elle contient, l'enregistrement de la rencontre, la boîte à outils avec les différents modèles. Et en conclusion, je vous dirais que à l'impossible, nul n'est tenu. Notre obligation est de faire de notre mieux ce qui, considérant nos ressources, est déjà souvent beaucoup. La loi, vous le savez, c'est une loi qui s'applique à toutes les personnes morales, que ce soit Hydro-Québec, Desjardins ou la plus petite société d'histoire qui vient à peine de naître. Euh, c'est certain qu'il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Si jamais, je ne le souhaite pas, un problème devrait surgir, vous devriez être au moins en mesure de prouver à la Commission d'accès à l'information que votre organisme a fait les efforts nécessaires dans le sens de la conformité. Pour certains, ça va être très facile. Ceux qui ont une situation plus confortable, qui ont du personnel, qui ont des gens numériquement aguerris, ça peut être très facile. Pour d'autres, ce sera aussi simple que de prouver que vous avez envoyé un bénévole ou un délégué à cette formation. C'est déjà un effort. La commission ne va probablement pas aller attaquer les petits organismes sans but lucratif en premier, mais la commission fonctionne par avis, premiers avis, deuxième avis. Euh, à date, j'ai pas encore eu de cas qui soient remontés ou d'appel au service juridique en pleurs parce que la, 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 la la pénalité de 2% du chiffre d'affaires à hauteur de 2 millions aurait été appliquée à une société d'histoire. C'est certain qu'on vise des grandes entreprises qui ont des usages douteux de nos renseignements personnels. Euh, puis, encore une fois, c'est une occasion positive de faire des bons usages de nos renseignements, aussi simple parfois que de barrer un tiroir où les renseignements sont conservés le soir. Quand vous avez une visite guidée, apportez la liste de vos participants dans une pochette plutôt que une feuille volante où on verrait à la vue de tous les courriels, les adresses ou les adresses postales. On a une réalité dans les sociétés d'histoire qui est très spécifique face à une loi qui est quand même très exigeante. Euh, donc, voyons cette loi comme une opportunité de bonifier nos pratiques, de mieux collecter, de mieux utiliser les renseignements personnels, notamment dans les communications et dans les travaux de fidélisation, de recrutement et de rétention des membres et des bénévoles. Vous avez également plusieurs pages qui sont assez intéressantes à suivre de la part du gouvernement et de la Commission d'accès à l'information, avec les principales modifications législatives, les lignes directrices pour la collecte du consentement. Mais l'essentiel, c'est vraiment faisons de notre mieux, montrons qu'on est capable de faire l'effort. On peut espérer une grande compréhension de la part d'une loi qui est vraiment prévue pour encadrer les entreprises et les organismes publics. On a fait le tour. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Hop, Marie-Josée. J'ai allumé mon micro. J'ai une petite question par rapport à quelque chose que tu as dit au début concernant la loi sur les archives versus la loi 25, là. Mhm. Dans le fond, est-ce que les services d'archives dans les institutions scolaires sont touchés par l'espèce de dilemme entre la loi sur les archives versus la loi 25? Je te donne un cas. Oui. Admettons qu'on fait une demande dans une université pour justement avoir accès à des anciens dossiers d'élèves qui sont décédés ou qui sont décédés depuis plus de 30 ans ou que ça fait que le document date de plus de 100 ans, là. Mhm. Est-ce que le service d'archives peut refuser ou dire euh, les documents, les dossiers contiennent des informations sensibles auxquelles on ne peut pas vous donner accès? Est-ce que la loi 25 est jouée là-dedans ou c'est la loi sur les archives? J'aimerais avoir ton avis par rapport à tout ça. Ouais, ce qui pourrait arriver, c'est que l'institution scolaire pourrait refuser
sans avoir fait ce qu'on appelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, donc OK. qui est un des points de la loi que je n'évoque pas parce qu'il concerne vraiment les entreprises et les organismes publics. Et cette évaluation doit prouver que la communication de ces archives-là n'entre pas dans les exceptions couvertes par la loi, qui sont exactement des fins de recherche et d'études. Je pense que ça tiendrait pas longtemps de démontrer ça et que dans le pire des cas, l'organisme en histoire aurait pour enjeu d'anonymiser les données qui vont être collectées. OK. OK. Parfait. Merci. Bienvenue. Monsieur Cotfi? Oui, merci. Justement, dans le même sens, mais quand on a des archives en notre possession qui sont des photos, par exemple, on va dire aussi des élèves avec leur nom, l'établissement scolaire, l'année, et qu'on fait une exposition photo. Mhm. Et bien sûr, ces photos n'ont pas 100 ans. Ce que c'est considéré comme des renseignements sensibles, personnels? Est-ce que je comprends que la loi est peut-être pas faite pour ce genre de situation, mais est-ce qu'on serait conforme à la loi si quand même on fait cette exposition avec des photos de personnes dont on n'a pas le consentement, mais qui sont déjà dans nos archives? La loi sur l'usage des photographies est assez... c'est effectivement un autre dossier qui n'est pas touché, heureusement, par la loi 25. Euh, le, le- les seuils, pardon, les seuils de 100 ans et 30 ans, 100 ans pour 100 ans pour un document et 30 ans pour une personne décédée, restent applicables. Donc, il vous faut le consentement de la personne si si la photo qui est considérée comme un renseignement personnel, pour répondre à une question, il vous faut le consentement, théoriquement, il vous faut le consentement de la personne si la photo a moins de 100 ans ou si la personne est décédée depuis moins de 30 ans. Il y a l'exception, bien sûr, des lieux publics, des événements à lieux publics. Mais là, on parle de photos et noms. Donc, on est dans une combinaison de renseignements personnels qui nécessiterait le consentement. Intéressant, merci. Avons-nous notre question dans les personnes présentes ou dans le chat? Il y a Valérie qui a une Oui, question. Valérie, pardon. Ben oui, c'est juste pour certain d'avoir bien compris, quand on travaille pour une société d'histoire, Hmm. des fois, on a recueilli justement des anciennes photos. Euh, Puis à ce moment-là, on n'a pas toujours pensé, on n'a pas toujours fait déclarer, faire signer un document qui nous cède les droits, si on peut dire, de ces photos-là. Mhm. Donc, est-ce que ça fait partie de la même chose si ça fait moins de 30 ans, on ne peut pas les partager, dans le fond, les données, là, tant qu'on n'a pas un document là, tant qu'on n'a pas un document, dans le fond, qui nous certifie. Excusez-moi, j'ai des enfants tellement. Oui, c'est bien correct. Oui. Il y a 2 points, il y a 2 points dans votre question. Il y a le droit à l'image et le droit d'auteur. Effectivement, il y a la question de est-ce que les documents vous appartiennent? Donc là, c'est la signature d'une entente de prêt ou de don. Mais dans le cadre des renseignements personnels, on va vraiment parler de la partie droit à l'image. Puis effectivement, ce sont les cadres 100 ans pour le document ou 30 ans pour la personne décédée. OK, parfait, ça répond à ma question. Merci. David? Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois pas s'il y a des mains levées ou des personnes qui s'agitent, mais euh, donc les questions, oui, la politique, la modèle politique, je vais essayer de la trouver. Je suis comme navré pour cette bévue technique. Je comprends pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Elle est publique. C'est aussi un des enjeux qu'on a voulu faire dans la refonte du site web à laquelle Louise ici présente a contribué. C'est d'avoir les bons modèles pour les fournir à chacune et chacun. Je vais retrouver ça, ne bougez pas. Et vous allez voir qu'elle est relativement courte. C'est un enjeu aussi d'être court, clair, concis, toujours cette volonté d'être transparent et que le citoyen québécois voyons, puisse
la consulter sans se casser la tête avec des termes juridiques trop lourds. Donc vous-même, c'est un... Voilà. Non, c'est pas ça que je cherche. Ok. Politique. Si on fait un tour de table rapide, où en êtes-vous dans vos différentes étapes d'application? En êtes-vous en 2022, 23, 24 ou 2021? Hmm. Ben, j'ai rien 2022. commencé. Non plus, nous autres non plus. C'est bien. Vous voyez, les règlements d'application ont toujours un petit peu de retard un peu de retard par rapport à la loi elle-même. C'est que c'est un enjeu pour tout le monde. C'est un enjeu pour tout le monde et on n'est pas tous des jardins avec la possibilité d'avoir des employés à temps plein sur cet aspect. Louise. Est-ce qu'il y a de l'aide financière à quelque part? Moi, je regarde le paquet de boîtes d'archives qu'on a. Il doit y avoir plein de renseignements personnels là-dedans. Puis c'est des renseignements sur l'organisme, les employés, les numéros d'assurance sociale, les téléphones, les adresses. Puis même des fois, on reçoit des CV. Là, je veux dire, ça. On est en garde, tu te dis, il faut que je les jette, mais en même temps, je vais le garder d'un coup, j'aurai un poste l'année prochaine. Mais là, il y a comme une sécurité, on barre le classeur. Mais il existe un programme de financement? Moi, ça me prendrait qu'un temps plein pendant 6 mois pour faire le ménage dans les 40, les 100 boîtes qu'il y a dans le classeur, dans l'entrepôt. Non. Malheureusement, non. Arrangez-vous avec vos archives, faites le ménage ça. Un OK. peu ça. On part du principe le gouvernement part du principe que les règles, les encadrements en termes de combien de temps devez-vous conserver tel ou tel document sont déjà respectés. Mais Ouais. je comprends que c'est très enthousiaste. Ben, je pense qu'on a pris du retard, nous autres. C'est bien beau le 5 ans pour les comptables ou 6 ans, je ne sais plus trop, là, mais en tout cas, là, on a du retard, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, on va essayer de s'y mettre dans le ménage. On a commencé l'année passée un peu dans les ordinateurs, mais ouf, ça. Oui, Monsieur Codfi. Oui, donc moi, si je comprends bien, c'est pas une question de faire le ménage, c'est plus une question de démontrer qu'on conserve bien, même si on a une chambre pleine de documents personnels, c'est de démontrer qu'on a une politique de protection pour pas que ces renseignements soient accessibles à des personnes malveillantes ou qu'elles soient utilisées. Mais on peut quand même conserver Mhm, mhm. ces renseignements-là. Oui, Je comprends bien. et comme je le disais au début, à partir du moment où l'intention pour laquelle ces renseignements, ces documents sont conservés est claire et clairement communiquée, notamment dans vos prochains efforts de collecte, vous avez tout à fait le droit de les conserver au-delà même d'une durée qui pourrait être pertinente. Par exemple, il y a toujours la question on a des membres, on a un abonnement, une adhésion annuelle, certains membres n'ont pas renouvelé. Est-ce qu'on est légitime de conserver leur adresse courriel un certain temps? Oui, parce que votre intention, c'est de les relancer. Euh, il y a cet enjeu de est-ce que l'intention pour laquelle vous avez collecté ces données est claire pour vous? Dans ce cas-là, c'est tout à fait légitime de conserver ces données si une personne, y compris dans le cadre du consentement, si une personne ne veut plus recevoir vos communications, il faut que vous conserviez ce retrait du consentement quelque part. Donc, il faut que vous conserviez ces données quelque part. Si vous avez un logiciel, un abonnement à un logiciel d'infolettre, c'est relativement simple puisque l'infolettre va conserver ce genre de consentement, retrait du consentement. Si vous avez des bulletins papier ou des communications papier, il faut que ce soit dans votre base de données que même cette personne euh, qui ne reçoit plus physiquement vos communications a décidé de le retirer. Sinon, on va tous en prison. Oui, on est pas mal, on va être nombreux. On va être nombreux en prison. Monsieur Côté? Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir, on, on utilise peut-être parmi vous là, l'application Zephy Mhm, pour faire euh, par exemple, je suis en train de préparer une activité là, et puis Zephy nous demande de collecter des informations personnelles, adresse, numéro de téléphone et tout. mhm. Qu'est-ce qui arrive avec Zephy pour ça, là, parce que je ne sais pas.
j'ai pas encore tout à fait étudié Zephy encore là, au complet pour savoir jusqu'à quand on conserve ces informations, s'il y a moyen de retirer ces informations-là, parce que la liste, aussitôt qu'on on met une liste, on prépare une activité, ben là, les courriels, les adresses et tout ça, ça s'accumule là, dans une base de données là, Oui, sur Zephy. Alors, je ne sais pas si à la fédération, vous utilisez FI. oui, Alors, est-ce que vous êtes penché là-dessus? l'avantage, j'essaie d'être objectif sur Zephy parce on est des très grands défenseurs de Zephy. Oui, L'avantage d'utiliser Zephy ou autre, c'est que ce sont des entreprises, bah, c'est aussi une OSBL, mais qui se conforment parce que c'est sa mission première, c'est conformer très rapidement à la loi 25. Et c'est une des solutions, et technologiquement, oui, et technologiquement et juridiquement. Si vous confiez la gestion de vos bases de données à une solution, à un prestataire externe, Xefi en plus c'est gratuit, c'est québécois, bah, c'est québécois, c'est mené par des Français au Québec, fait que c'est parfait. Si vous, si vous confiez, euh, si vous, euh, si vous mettez ces données entre les mains d'entreprises qui ont le mandat de faire de la gestion de données, euh, on peut parler de Zephy ou de plateformes plus complexes et performantes comme des CRM, des Client Relationship Manager, pardonnez mon anglais. Vous avez probablement eu des annonces parce que, comme je le disais au début, avec ces nouvelles lois viennent beaucoup euh, prédateurs, pas dans le sens de prédateurs, mais des gens qui vont des sollicitations qui vont vous avez besoin de remettre vos bases de données à jour, voilà, ça va vous coûter 2000 $. Grephi, c'est gratuit, c'est aussi un très bon CRM qui conserve et qui protège les données de vos membres, qui vous permet de faire la collecte des données dont vous avez besoin. Moi, je défendrais Grephi bec et ongle euh, pour cet aspect-là, pour déléguer la protection de vos données. Vous pouvez tout à fait contrôler cet accès-là. Grephi est également soumis à la loi 25, fait que s'il y a un incident de confidentialité, ils devront vous prévenir parce que vous êtes dépositaire de données. Le seul point à prendre en compte, c'est que dans votre politique de confidentialité, vous devez indiquer que vous confiez ce traitement des données à un tiers qui, fort heureusement, est au Québec. Mais c'est simplement de mentionner que les données sont collectées par Zephy, d'être clair sur pourquoi vous collectez les données. Effectivement, c'est pas juste une activité, c'est aussi un, un, un arsenal de communication que vous pouvez avoir avec vos membres à travers Zephy et à travers les données. Oui. C'est-à-dire que dans chacune de mes activités pour lesquelles je fais une promotion, il faudrait que j'aie une note, un avertissement à l'effet que ces données-là sont confiées à Zephy Oui, je pour voudrais être. vous montrer, bah, si les gens passent directement par Zephy, on est dans ce cas d'un consentement explicite. La personne va remplir un formulaire, Oui. euh, puis à date, la solution que nous avons trouvée, est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'elle est suffisante? Je vais vous montrer j'essaie de vous montrer mon écran sans vous montrer des données personnelles parce que justement, je suis dans Zephy. Euh, c'est cette mention-là. Nous utilisons Zephy, une plateforme nanana. En poursuivant votre achat, vous consentez à recevoir les communications de la Fédération d'Histoire Québec. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. C'est à mon sens, dans ma compréhension, encore une fois, legal disclaimer, j'ai ma licence de rien, d'histoire de l'art et pas de juridiction, pas de droit. Euh, c'est un effort d'expliquer à quoi la personne qui fait la transaction consent. Euh, Est-ce que c'est une phrase que c'est vous qui avez écrit ou Zephy qui l'a écrit, celle-là? non, c'est nous qui l'avons écrit dans la partie vraiment personnalisable. Ah, OK. Zephy elle-même va avoir sa politique de confidentialité, fait Ouais, que c'est complémentaire. Et ouais. bah, je l'ai ouverte, voilà. Donc ça, c'est un aperçu de la boîte à outils que vous allez avoir, incluant la politique de confidentialité, et vous verrez que, si ça veut bien s'ouvrir, qu'est-ce qu'on recueille, pour quel but on les recueille, les communications, la création d'un profil de réseau de membres, l'achat de produits, les autres sécurité, qui sont notamment, bah, là c'est un peu technique parce que le site web vient avec l'extension de vérification des cookies, euh, qui a accès, les bénévoles, les fournisseurs de services, dont Zephy. Je ne sais pas s'il est mentionné éventuellement.
Ça, c'est une politique qui est diffusée sur le site web, Oui, de dans la fédération. confidentialité? Ouais, OK, dans la fédération, mais dans confidentialité, là? Oui, là, c'est notre politique de confidentialité qu'on vous Politique, propose OK. comme modèle. OK. Si Ben, j'ouvre ça ça. sera pas long. Demain, dans la fin de la semaine, on va être prêt. On Ah oui. enlève votre nom, on met le note, puis tout est beau. Non, mais il faut faire quand même l'effort, là, mais Ouais, il y a aussi la question des cookies à régler, et si votre site web est pris, ouais, on a tous. ouais, vous avez normalement des extensions assez facilement installables Ouais. pour vérifier que la personne consent à être tracée sur votre site web. Euh, c'est ça. Il y a un petit peu de technologie, il y a un petit peu de mise à jour et toilettage de tout ce qu'on a collecté pendant des années, Ouais. mais il y a aussi de la bonne pratique. Est-ce que c'est nécessaire de recueillir les numéros de téléphone? Non, je n'ai pas un bon exemple. J'essaie de chercher un exemple où une collecte de données serait considérée comme abusive. Peut-être tu demandes l'âge de la personne, admettons, là, tu sais, qui se Mhm. présente, là. C'est ça. Quand on demande effectivement l'âge d'une personne, est-ce que c'est nécessaire que pour envoyer un bulletin, vous ayez besoin de l'année de naissance de la personne? Ça Mm. peut être, à moins que ce soit clairement compris par vous, parce que vous avez un programme d'anniversaire ou de centenaire. Dans ce cas-là, il faudrait le mentionner. C'est un cas un peu intéressant. Euh, Ou ouais. que ton contenu est pas. Et pas 18 ans et plus. C'est ça. Que... Alain? Oui, justement, concernant les dates d'anniversaire, bon, quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps que même demander pour des fins statistiques, là, savoir quels sont les groupes d'âge qu'on Mhm. vit, qu'on rejoint. Là, on me disait que c'était peut-être même pas permis là, à cause de la loi 25. Est-ce que on a de l'information là-dessus ou on pourrait se renseigner? Parce que c'est certain que si on demande l'âge. Il y a été un temps où, Mhm. mettons, à Sainte-Foy, par exemple, là, on demandait systématiquement, ben là, ça date d'il y a quand même un bout de temps, là, on demandait systématiquement la date de naissance de chacun des personnes qui s'inscrivaient à un organisme de loisirs ou autre. Là. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait exact. On demande peut-être des preuves de résidence et ainsi de suite, là, mais n'empêche que, disons que dans nos activités pour essayer de répondre à peut-être certaines demandes de la municipalité qui nous subventionne, de savoir quels sont les groupes d'âge. Est-ce qu'on peut se permettre de demander ça à nos membres ou en tout cas aux participants euh, qui suivent nos activités? Oui, la loi prévoit des exceptions, notamment pour des fins de recherche, d'analyse et d'études statistiques. Euh, Ça peut demander que les données que vous collectez soient anonymisées, donc pas forcément, par exemple, le même formulaire que l'adhésion qui viendra avec toutes les données de nom, prénom, adresse, téléphone. Mais si vous faites un formulaire, un sondage anonyme, une enquête de satisfaction ou une enquête de profil, vous pouvez tout à fait collecter ces données, puis la personne consent dans le cadre d'un projet de recherche qui lui est bien expliqué. Ce sont des données que vous pouvez collecter par formulaire ou mettons, ça peut être aussi simple qu'une ronde téléphonique, et puis la personne qui est en charge de cette ronde téléphonique ne collecte pas les noms, mais collecte des données qui sont de la sorte anonymisées. Ou vous pouvez tout à fait, ça peut être aussi un champ dans votre formulaire qui n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, la personne consent à donner ce genre de données, mais elle n'y est pas obligée. Euh, Oui, parce que c'est se donner beaucoup de troubles là, pour quand on envoie un formulaire avec les noms, adresses et tout ça, puis mhm. Ouais. un autre formulaire pour aller chercher des données statistiques. Là, ça, Et d'où la c'est. question, je pense, hein, je réfléchis à voix haute, hein, d'où la possibilité de faire effectivement, si vous utilisez des filles, vous pouvez faire ce champ année de naissance qui ne serait pas obligatoire. Ouais, La personne pourrait consentir à la donner ou non. exact. Encore une fois, on est avec une loi qui est très dure, et dans les exigences et dans les sanctions, mais on est dans un milieu où on espère que les recours vont être nuls, euh, où on ne renseigne pas, où on ne collecte pas de renseignements sensibles, où vous ne demandez pas les numéros d'assurance sociale, numéros d'assurance sociaux à vos membres. Euh,
Donc les fuites, même si elles arrivent, vont être limitées pour leurs impacts, les préjudices aussi. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de montrer que vous faites preuve d'une bonne volonté en ayant fait ce tour de vos pratiques, en ayant fait des formations, la mienne ou d'autres, la mienne, celle de la fédération ou d'autres, et puis que vous répondez aux demandes de suppression, modification, aux commentaires qui viennent des Québécois ou de la Commission d'accès à l'information, si ça devait arriver. Un point auquel j'avais pas pu répondre en 2022 parce que notre service juridique n'avait pas de réponse. Si vous êtes poursuivi dans le cadre de cette loi, les assurances auxquelles vous souscrivez à la Fédération Export Québec n'ont pas d'exception pour cette loi, donc vous êtes tout à fait couvert si jamais un incident de confidentialité devait parvenir à ce niveau que vous soyez poursuivi par un citoyen ou par la commission. Donc les assurances vous couvriraient. Pour une réponse qui date de 2 ans, qui aurait dû être là il y a 2 ans, mais que je n'avais pas avant il y a quelques mois. Pour nous, d'autres questions? Si vous permettez, je clôturerai la séance et j'irai me coucher. Je suis encore au bureau. Oh. Fais-le. Merci beaucoup. Ben, merci, Jean, c'était très Merci. intéressant. Oui, ça Intéressant. éclaire.